Alors, je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps, j'ai essayé de ramasser mes idées. 20 minutes. 20 minutes, voilà. Je commence par le... Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis inspecteur du travail pendant 30 ans. Hein. Je ne peux pas dire un autre présentation. J'ai dû faire 12 boulots avant. J'ai été docker, manutentionnaire, conducteur de train, facteur, ouvrier du livre. Bon. Puis ensuite, j'ai fait inspection du travail. J'ai visité 9000 entreprises en 30 ans, dont à peu près 12 ou 1500 chantiers. J'ai eu à enquêter sur 14 accidents mortels. Ça fait 15 ans que j'ai fini ce métier et j'en rêve encore parfois. Et aujourd'hui, la France est championne d'Europe des accidents mortels au travail. Absolument. Elle a dépassé l'Estonie et la Roumanie, qui étaient juste derrière. Et pourquoi c'est arrivé? Moi, je vous le dis. C'est l'addition des lois Sapin, Rebsamen, Macron, El Khomri et Pénicaud. C'est-à-dire qu'ils ont détruit systématiquement, depuis plus de 15 ans, le Code du travail que j'avais quand moi je suis rentré en fonction comme jeune inspecteur. Et le Code du travail, c'était basé sur une idée. 1906, catastrophe de Courrières, vous connaissez tous, oui. Il y a exactement 1009 mineurs qui meurent, et le patron refuse d'aller chercher les survivants dans la mine, c'est le 15 mars 1906, mais 14 survivants sortent, enfin 13 plus 1, le 31 mars 1906, et ça secoue tout le monde, parce qu'on aurait dû aller les chercher, ils sortent Havre du fond des mines, et ça va faire la grève des mineurs la plus importante de cette histoire. 1905 est une grande date, avant mai 68, du mouvement ouvrier dans notre pays. Clémenceau a peur, il fait deux choses. Il annonce qu'il crée le ministère du Travail, il annonce le Code du Travail, lequel sera rédigé qu'en décembre 1910, et en même temps, il envoie les CRS contre les mineurs. Bon, voilà, les deux. Mais il y a une chose qui est acquise à ce moment-là, c'est que le Code du Travail est fait pour adapter les entreprises aux besoins et nécessités des salariés. La démarche est fondamentale. C'est-à-dire qu'on va rapprocher les entreprises de ce qu'ont besoin les salariés. On ne va pas laisser mourir les mineurs dans le fond de la mine. Et en septembre 2015, François Hollande, président, fait une conférence de presse dans laquelle il dit « Nous allons adapter les besoins des salariés aux besoins des entreprises ». C'est-à-dire une rupture, comme on dit scientifiquement, fondamentale, théorique, politique, historique, avec 100 ans d'histoire de Code du travail. Et les lois qui se succèdent, à commencer par El Khomri, font ça. Après, les conséquences sont terribles, parce qu'on parle des représentants du personnel, il y avait 425 000 salariés protégés, tout compris. CHSCT, mutualistes, DP, CE, délégués syndicaux, 425 000. Avant El Khomri. Vous savez combien il en reste? Probablement autour de 200 000. C'est une diminution par moitié de la capacité des salariés d'être représentés pour faire face aux problèmes de sécurité, d'hygiène, de droit, d'économie, etc. C'est-à-dire que quand on diminue par moitié, c'est une hécatombe de délégués salariés. Une hécatombe. C'est-à-dire qu'en vérité, on aboutit à ce qu'effectivement, il n'y ait plus de défense. Moi, je cherchais, quand il a été question l'année dernière, un court moment, avec d'avoir une première ministre qui s'appelait Lucie Castet, avec le premier groupe parlementaire qui avait 192 députés, et dont on pensait que c'est celui qui devait tenter. J'avais pensé, qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'on va être bloqué par la loi, en 10 décrets, pour reconstruire le Code du travail. Et j'avais fait une note là-dessus, qui a évidemment été perdue. Mais enfin bon, c'est simple, hein, on peut agir par décret. Et on peut reconstruire les CHSCT. Les CHSCT, c'est pas impossible de le faire par décret. C'est une représentation du personnel. Moi, j'ai fait en 2001, j'ai été 2 ans au CES Paris, on dit comme. À l'époque, il n'était pas CESE, mais j'avais fait un avis qui avait été adopté par tous les syndicats sur les CHSCT pour 20 ans de CHSCT, dont j'avais parlé avec Jean Roux, parce que c'était lui qui avait rajouté CT à CHSCT. Hein. Et à ce moment-là, j'avais essayé de montrer comment on pouvait faire pour faire que, d'abord, il soit dans les plus de 20, parce que c'était dans les plus de 50. Il y a 3% des entreprises qui ont plus de 50. Et à l'époque, il y avait très peu de CHSCT. Il y avait 44 000 CHSCT. Seulement. Et donc, moi, je disais qu'il fallait qu'ils soient élus, pour les responsabiliser, comme le CE l'était. Qu'ils aient une personnalité morale, qu'ils aient un budget, et qu'il y ait des ordres de délégation plus importantes que les 2 offres qui étaient existantes à cette époque-là. Et pas seulement pour faire la visite de l'entreprise, quand l'inspecteur du travail est là. Mais les CHSCT avaient cet intérêt d'avoir le représentant de la CRAM, le médecin du travail, l'inspecteur du travail. Ce qui changeait tout.
dans la réunion, parce que les salariés se sentaient libérés pour pouvoir parler, et le patron était bien embêté de ne pas répondre, parce qu'il y avait justement des personnalités extérieures, dont l'inspecteur qui avait la possibilité de le sanctionner, et quand il y avait le représentant de la CRAM, l'injonction pour l'augmentation des cotisations accidents du travail terrifie les employeurs. Tu avais raison quand tu dis il faut frapper à la caisse, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est toi qui l'as dit. Parce que ça terrifie les patrons, l'injonction, alors que le PV de l'inspecteur du travail, il va être jugé 8 mois plus tard, il va faire appel, ça sera 15 mois plus tard, et donc de ce côté-là, il n'est pas modifié. Mais l'injonction sur l'augmentation immédiate de la cotisation accident du travail quand il y a un accident, ça, c'est une puissance. Et ça peut se faire avec une consultation des représentants de l'État, parce que le Code du travail, c'est l'État de droit dans l'entreprise. Le Code du travail, c'est la République dans l'entreprise. Le Code du travail, c'est en fait la loi. Et moi, je suis pour que la loi l'emporte sur le contrat. Parce que la position du salarié, contractuellement, il est dominé. Les deux parties ne sont pas égales dans le contrat de travail. Le contrat de travail est un lien de subordination juridique permanent, et donc en vérité, c'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat et de la rupture du contrat, et par conséquent, pour compenser ça, il faut qu'il y ait une contrepartie. Moi, je n'aimais pas quand les DRH me disaient « Bonjour, monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. » C'est le collaborateur, qu'est-ce que vous me racontez ? Si, c'est pour les valoriser. Moi, je ne la valorise pas. Si on avait mis collaborateurs dans le Code du travail après 1945, vous imaginez si c'était valorisant. En vérité, vous dites collaborateur, c'est pour masquer ce que vous leur devez. C'est-à-dire vous leur donnez un faux rang d'égalité pour ne pas donner les droits auxquels ils ont droit en contrepartie de leur subordination. Et donc ces droits-là sont fondamentaux. Alors, le CHSCT, on peut le reconstruire. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Sur la sous-traitance, en Allemagne, il n'y a qu'un seul niveau de sous-traitance autorisé. Réfléchissez à ce que ça veut dire en France. En France, c'est 7. Hein. Moi, je rentrais dans un chantier, je passais d'abord 1h30 à savoir qui était qui, oui. Les 20 boîtes du premier rang, les 20 boîtes du second rang, celles qui étaient cachées dans les tiroirs, et ensuite les travailleurs indigos roumains qui étaient là, en bas de l'intérim. C'est impossible de faire ça. Un seul niveau de sous-traitance. Ensuite, la sous-traitance, elle était au départ conçue comme quoi ? Comme technologique, pour remplacer quelque chose dont l'entreprise avait besoin. Mais elle est devenue... financière. Oui, de main-d'œuvre. C'est-à-dire que ce que vous devez faire, c'est que le donneur d'ordre soit responsable de tout ce qui se passe sous ses ordres, pénalement, juridiquement, financièrement, économiquement. C'est-à-dire que, du coup, c'est le patron, il ne peut pas se décharger en disant « j'ai donné des délégations, ils font ce qu'ils veulent, et quand il y a un accident, c'est leur faute, c'est pas la mienne ». S'il y a un accident dans le chantier, même chez un sous-traitant, c'est le donneur d'ordre qui est responsable. Et ça change tout. Eh bien, je peux vous dire. Attends, excuse-moi, parce que j'ai pas beaucoup de temps, Mais, après, je vais dire Avec Bouygues, j'ai eu un problème, il m'avait dit qu'il faisait... Les Bouygues, Eiffage, Vinci, ils sont tous comme ça. Je rentrais dans un chantier, même le conducteur de travaux, il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans son chantier. Il y avait 250 personnes, il fallait que je passe une demi-heure, 1 heure pour les identifier, et ça empêchait mon action comme inspecteur du travail. C'est pour ça qu'il faut que le sous-traitant soit aligné le temps de la mission sur la convention collective du donneur d'ordre. Ce qui fait que ça n'est plus un avantage financier, c'est un avantage technologique, point, et ça justifie une sous-traitance. Puis quand vous avez des groupes éparpillés, parce que moi je ne sais pas quel coiffeur vous avez là, Begin, et ils ont 1200 établissements en France, d'accord ? Eh bien, ils n'ont pas plus 6 ou 7 par établissement. Vous mettez les seuils à 10 ou 11, ils n'ont qu'un délégué, alors qu'en vérité, ils ont 2000 salariés. Alors il faut régler ça pour qu'il y ait une possibilité de représentativité. Il y a un comité entreprise. McDonald's n'a pas de comité entreprise national. Il y a un comité entreprise à PACA, il y en a un à Rhône-Alpes, il y en a un dans le Nord et il y en a un à Île-de-France. Mais partout ailleurs, ils échappent au nom de la franchise. Si c'est l'inspecteur qui décide, ça peut se faire aussi par décret, je m'excuse, mais qui décide que la présomption d'unité économique et sociale, parce qu'il en est l'inspecteur du siège, eh ben c'est au patron d'aller prouver le contraire. Pour l'instant, c'est l'inverse dans la démarche. Après, je vais aller le plus vite possible, mais la pénibilité. Qu'est-ce que c'est le principe du C2P, C3P, C4P ? Alors au début, on avait 10 critères, après on est passé à 6, puis à 4, puis à 2, on remonte à 4. Enfin, c'est l'idée qu'il y a dans le même boulot des gens qui vont être plus victimes que les autres. Donc on trie les collègues, on trie au sein de la branche, et on dit, celui-là, il s'est cogné le genou, ou le coude, donc voilà, c'est pénible, il va avoir un petit indice, une petite réparation. Mais c'est pas comme ça que ça marchait avant. C'est m'excuse, il y avait une convention collective pour le métier, il y avait une convention collective pour la branche. Et si vous avez les égoutiers, m'excuse, l'espérance de vie des égoutiers, c'est 58 ans.
ils avaient une retraite à 52 ans. Et maintenant, on dit, attends, c'est pour celui qui sera malade, qui aura attrapé le cancer. Celui qui passe au travers, il n'a pas d'indice, il continue à être dégoûté, quoi. Vous voyez, ce système. La pénibilité, c'est pas individuel. Si vous individualisez, en plus, vous opposez les salariés entre eux. Oh, t'as triché, t'as pas vraiment mal au coude. Ah, mais moi, j'ai plus mal au coude que toi. C'est ça, la pénibilité. C'est d'allouer des critères collectifs de santé. La médecine du travail, ils l'ont abîmé complètement parce que, bon, en fait, ceux qu'on a en face de nous, c'est un Himalaya d'attaque. Hein, ils nous jettent des bombes, ils vont jouer au golf. Et ils sont brutaux. C'est ça qui a changé dans la dernière période. Et ben, on peut, quand même, les médecins du travail, ils les ont supprimés en vérité. Parce que c'est pas seulement que les gens ne veulent pas passer le concours et se former médecine du travail. Médecine du travail est une spécialité. Ça demande des connaissances particulières. Ce n'est pas n'importe quel médecin généraliste qui peut le faire. Il faut aller dans l'entreprise, il faut voir les conditions de travail pour porter des jugements. Maintenant, les SSCT, services de santé au travail, vous avez des infirmiers moins formés, je ne les attaque pas, mais moins formés, et vous n'avez plus la médecine du travail, belle médecine du travail préventif qu'on avait auparavant. Les prud'hommes, ça a été évoqué, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les prud'hommes? C'est pas seulement Rachida Dati qui en avait supprimé un tiers des tribunaux, mais c'est le fait que tout le mécanisme a été mis à bas. C'était en principe une justice gratuite, c'était une justice accessible, où on n'avait pas besoin d'écrit, on pouvait s'exprimer à l'oral quand on ne savait pas s'exprimer autrement. Tout ça a été foutu en l'air, il faut passer par un avocat qui vous demande 5 000 € avant de commencer, et puis vous ne pouvez pas vous défendre, surtout si c'est pour réclamer la carte de tram qu'on ne vous a pas donnée, ou les 2 heures supplémentaires qu'on vous a volées. Et donc, en vérité, ils ont détruit aussi la question des prud'hommes. Merci Michel Sapin, merci François Rebsamen, qui ont aussi détruit les CHSCT. À chaque fois, je me suis opposé à eux, pied à pied, parce que c'était aller dans le sens contraire à celui qu'il faut faire quand on développe une société. Alors, le temps passe. Hein. Alors, les prud'hommes, la médecine du travail, la pénibilité, la sous-traitance, les CHSCT, les précaires. En Allemagne, il y a une loi qui disait, c'était Mme Merkel qui l'avait passée, c'est pas la plus progressiste du monde. Elle avait dit que pas plus de 3,5% de non-CDI, c'est-à-dire de précaires, en gros, par entreprise. Là, vous savez que vous résolvez tout de suite le problème. Hein. À Renaud-Douai, il y a 4500 salariés, il y a 2500 d'intérimaires. C'est illégal. Si vous dites pas plus de 5%, on peut admettre qu'un précaire remplace quand il y a un problème de blablabla, sur tout ça. Mais motivé, et dans un nombre limité, parce que sinon, dès qu'on dépasse plus de 3, 4, 5%, et c'est facile à dire, pas plus de 5% de non-CDI, d'ailleurs c'était dans le programme de la NUPES, ça ne s'est pas retrouvé dans le programme du NFP. Moi qui regarde dans les détails, les différences entre les deux, je voulais les remettre, et je voulais le remettre, si on arrive assez facilement au pouvoir. Les apprentis, ça ne peut pas marcher. 2 apprentis sur 3 ne terminent pas leur apprentissage. 2 sur 3. Il en rentre 1 million, il en sort 200 000. Et comment voulez-vous que des booms à 25% la première année, 55% du SMIC la deuxième année, 85% du SMIC la troisième année, et tout ça pour se faire traiter par un patron qui dit tu dois en baver parce que moi j'en ai bavé pour apprendre. Et donc là, comme cette mentalité la domine, hein, mon fils qui est prof de LEP qui dit on me les enlève du LEP pour aller à l'apprentissage, eh ben ils n'iront plus jamais au théâtre. Parce que moi, je les emmenais une fois dans l'année au théâtre. C'était peut-être la seule fois de leur vie où vous allez y aller. Moi, je suis pour emmener les mômes au théâtre jusqu'à 16 ans et non pas les faire apprentis. Parce que l'apprentissage, ça a été mis par Villepin, 2005, 2006, à partir de 14 ans. On a mis, l'ordonnance était de 59, on a mis un siècle pour empêcher le travail des enfants. Et bien maintenant, c'est possible à 14 ans, et c'est possible à partir de 15 ans, le dimanche et de nuit. Et bien dans les 2 derniers mois, depuis le 30 avril, vous avez 4 mômes qui sont faits au travail. Hein, Lorenzo à Saint-Laurent-du-Var, 15 ans, regardez sa photo, il est tout mignon, le gosse, mais s'est fait tuer dans un chantier, par un mur qui est tombé dans un chantier de démolition. Regardez Lucas, il s'est fait tuer, il était dans l'Ain, il s'est fait tuer de la même façon. Regardez le jeune à Jiffy, à Saint-Lô, c'est pas 4 jeunes de 15, 16, 17 ans qui viennent de faire. Depuis Villepin, il y a 74 enfants qui se sont tués au travail parce que la mesure est passée à 14 ans au lieu d'avoir été à 16 ans. Alors on dit oui, mais c'est pour. Ils n'aiment plus l'école. Mais l'école c'est la faute à l'école, c'est pas leur faute aux mômes. C'est pas parce que l'école, c'est à l'école de les intéresser, c'est à l'école de prendre les moyens pour. Et je vous répète, jusqu'à 16 ans, il faut les emmener au théâtre. Bon, les accidents mortels du travail, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était 759. Mais à l'intérieur des accidents mortels du travail, les morts enfants augmentent dans notre pays. 150 ans après le rapport du docteur Villermé.
150 ans après la première loi de réduction du temps de travail pour les enfants. 159 maintenant, 60 ans après qu'il y ait interdiction du travail pour les enfants en dessous de 16 ans. C'est revenu à 14 ans et on a des morts à 15 ans. Vous vous rendez compte dans quel état de déstructuration de la civilisation ça nous met du point de vue du travail. Alors qu'est-ce qu'il faut que je rajoute Oui. En fait, quelle est cette histoire? Macron, dans son livre, quand il s'est fait élire, personne ne l'a lu. Il s'est quand même fait élire avec un livre qui s'appelle Révolution. Il a fait un best-seller, il a eu 800 000 euros pour le livre. Vous savez ce qu'il y avait dedans? Il combattait, il écrivait, pour une société post-salariale. Une société sans statut. C'est écrit comme tel. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais la ligne, elle est là. Et quand on parle des travailleurs des plateformes, par exemple, il a fallu lutter pour que Uber ne soit... Enfin, il finançait Macron de toute façon, donc Macron aidait Uber, c'était réciproque. Mais quand même, en Europe, parfois ça vient comme ça. Il y a une directive européenne, 3 ans de bataille pour qu'elle se mette en place, qui s'appelle en gros la présomption de salariat. C'est-à-dire que tous les coursiers, tous les VTC, tout ça, la présomption de salariat existe. Et je dis ça aux syndicalistes parce que moi je suis avec mes 80 bières, j'ai pas l'énergie pour pouvoir mener des batailles comme ça. Mais la directive européenne a franchi tous les obstacles. Ça a été, je vous raconte pas tous, je les connais tous, je les ai tous suivis. Puis, depuis septembre dernier, elle est censée être transposée en France. Il y a un délai pour la transposition qui dure de 2 ans. Donc il court de septembre dernier jusqu'en septembre 2026. C'est bien ça. Et bien, Macron ne va pas le faire. Il va faire traîner autant qu'il peut. Et alors que c'est des centaines de milliers de gens qui n'ont pas de retraite, pas de santé, qui cotisent de travers, qui peuvent se faire virer, comme ça a été dit, sur un faux papier, un machin, etc. Et maintenant, on est à des dizaines de morts en vélo pour aller servir des pizzas chez les gens. Donc les travailleurs des plateformes, c'est probablement plus de 500 000 aujourd'hui. Vous vous rendez compte de la question? Macron veut en fait faire disparaître le salariat pour ubériser. C'est pas une phrase de propagande, c'est la vérité. Allez, ne le fait pas tout de suite. Le salariat, c'était 90% des actifs. Faut être clair. Le salariat est puissant, malgré tout ce que je suis en train de dire. 3 millions de salariés en 1910, 30 millions aujourd'hui. 3 millions en 1910, 30 millions aujourd'hui. Le salariat était minoritaire au temps du premier Front populaire. C'est-à-dire à peine un tiers à l'époque. La paysannerie, les indépendants étaient majoritaires. À la Libération, en 1945, le salariat était 45-55. C'était pour ça que les 55% d'indépendants ne voulaient pas s'assurer la sécurité sociale parce qu'ils pensaient que le salariat était trop faible pour garantir leur sécurité sociale. C'était le raisonnement des indépendants. Mais maintenant, c'est 90% de salariés et 10% d'indépendants. 30 millions et 4 millions et quelques. Et ce que veut, quand il s'attaque à la société salariale, Macron, il veut diminuer le salariat. Et d'ailleurs, il est possible qu'il soit arrivé, qu'on soit plus 90% des actifs salariés, mais 89 ou 88. Les chiffres, on les verra toujours un peu plus tard, mais c'est la tendance de ce qu'il fait. Ce qui d'ailleurs masque aussi les chiffres sur le chômage. Parce que vous avez 2,5 millions à 3 millions de personnes qui sont des pseudo-auto-entrepreneurs, qui ne vivent pas du tout de ça, et qui sont retirés des chiffres du chômage, comme les apprentis, 1 million d'apprentis qui ne vont pas jusqu'au bout de leur apprentissage, sont retirés des chômages, ce qui fait qu'on vit avec un mensonge permanent depuis Macron, c'est que le chômage a baissé, alors c'est pas vrai. Ils ont changé de méthode de calcul, et ils ont écarté des populations entières, comme je viens de le dire, des chiffres du chômage. Tout ça nous pressionne. Et c'est pour ça que moi j'ai écouté votre discussion avec passion. Parce que tout ce que vous dites et le travail que vous faites, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est-à-dire pour trouver les mesures pour la protection en droit, la loi. La loi. C'est un vieil inspecteur du travail qui vous parle. Mais quand c'était un contrat, je ne pouvais rien faire. La convention collective, l'inspection du travail ne contre pas. Tandis que la loi, il peut rentrer dans l'entreprise à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en théorie, si on est assez nombreux, parce qu'on est 1600 inspecteurs du travail, il manque 350 postes. Et ils viennent d'en retirer, comme ils rabotent tout, 25 pour la prochaine promotion. Mais sinon, on a théoriquement la possibilité, en moins, d'influencer un patron. Moi j'aimais bien quand c'était les gros patrons. Au Crédit Lyonnais, ils venaient, je les appelais les costards à 3000 €. Moi j'arrivais avec mon t-shirt et avec mon blue jean. Mais pourtant, j'arrivais quand même à les menacer. Parce qu'il y avait la loi, parce qu'il y avait la sanction. Bon, ils s'en foutent un peu, ils payent leur avocat, tandis que le petit employeur,
s'en fout pas, parce que vous payez l'avocat, il faut avoir des frais, il faut aller sur le banc du tribunal à côté d'un délinquant, etc. C'est pas bien vu. Donc l'inspecteur a une autorité. Mais pourquoi il y a une autorité? Parce que c'est la République qui menace. Parce que c'est la République qui dit non. Et à ce moment-là, ça protège les organisations syndicales qui elles-mêmes peuvent, avec leurs délégués, leurs institutions représentatives du personnel, faire fonctionner et débattre. Parce que l'inspection ne peut pas tout faire, évidemment. Ce n'est pas la menace seulement de la sanction, c'est le droit qui est donné aux salariés de s'entendre entre eux pour défendre leur sécurité. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit là-dedans. C'est pour ça que j'ai commencé par les CHSCT. Parce que dans les CHSCT, c'est ça qui... La réunion collective autour... Vous avez vu le décret du 27 mai dernier sur la chaleur? On est en plein... Ça fait une semaine que je me bagarre contre ce décret. Il est applicable au 1er juillet, c'est-à-dire avant-hier. D'accord? Il a 9 articles, ce décret. Il n'y a pas de date limite de température. Il n'y a rien. Il faut une température adaptée. Et quand Météo France annonce une canicule, les employeurs doivent prendre des mesures. Vous attendez le bulletin météo à la télé ou à la radio, et l'employeur va prendre des mesures. Alors ça, c'est le contraire du CHSCT, quoi. Et alors, quelles mesures? Il n'y a rien. 9 articles, il n'y a rien. La seule chose qui soit chiffrée, c'est 3 litres d'eau, et une fois, c'est marqué 5 fois 3 litres d'eau, et une fois qu'elle doit être potable et fraîche. D'accord? Vous vous rendez compte, le décret, j'ai écouté Vautrin et Ponosian-Bouvet, j'ai écouté l'autre jour à la radio, il y en a une qui dit « Ah oui, c'est une fausse bonne idée de mettre une température limite ». Mais si vous ne mettez pas une température limite, à partir du moment où se déclenchent des mesures de protection, vous n'avez rien du tout. L'employeur, il va faire ce qu'il veut. Ben non, moi, mon premier enquête accident du travail, quand j'ai commencé, c'était en 83, c'était dans les Ardennes, j'étais en agriculture. Je termine, à JV, si, deux doigts gelés, dans une scierie agricole. Le patron avait continué à les faire travailler par moins 20. 2 doigts gelés. Puis quand je suis arrivé, j'avais 40 ans de moins, le patron m'a regardé comme un blanc-bec, du genre, on ne s'arrête pas pour si peu ici. 2 doigts gelés. L'INRS, Institut National de Recherche pour la Sécurité au Travail, ils disent qu'à moins 14 degrés, on ne travaille pas. Et ils disent à 32 degrés, on ne travaille plus. Mais ce n'est pas des chiffres inventés. Les organisations syndicales comme le DGB, puissante en Allemagne, ont imposé qu'on ne travaille pas au-dessus de 35 degrés. Et qu'à partir de 28 degrés, il y ait des mesures qui soient déjà d'aménagement d'horaire. Même au Qatar, il y a des aménagements d'horaire. Alors, je n'y crois pas d'ailleurs, mais de 10h à 18h, entre mai et septembre, vous n'avez pas le droit de travailler. Vous travaillez avant et après. Et en France, il n'y en a pas. On se rend compte, moi, ça fait des années. Je discute avec tous les écologistes, on parle de mesures à prendre face au réchauffement climatique. Mais la première, c'est au travail. Parce qu'on meurt au travail. Il y a un gars à Besançon qui est mort avant-hier, il y en a un autre gars de 51 ans qui est mort hier. Et en fait, les morts au travail, on a du mal à les recenser sous la chaleur. 48, dit l'INRS et les instituts. Et j'ajoute, c'est très largement sous-estimé. Évidemment que oui. Moi, j'ai vu un pizzaiolo dans les cuisines à 50 degrés. 50 degrés, crise cardiaque, poum. Les gens disaient, il avait le cœur qui était faible. Non, il aurait pu vivre cet homme et il méritait de vivre. Donc on prend des mesures, on prend des mesures de clim et d'adaptation, et ça doit être la loi. Ça ne peut pas ne pas être écrit. Alors, toute la semaine dernière, je me suis bataillé là-dessus. Pas un journal pour le reprendre. Ils ont commencé à le reprendre que lundi, quand la canicule était là. Ce qui prouve que l'existence détermine la conscience. Pas l'inverse. Je vais terminer là-dessus. Je ne peux pas m'empêcher, je fais de la politique, moi. Quand la gauche est unie, parce que quand la gauche n'est pas unie, vous pouvez toujours rigoler sur les décrets, vous pouvez toujours parler de CHSCT, vous pouvez toujours parler de Code du travail, eux, ils s'en foutent. Il faut avoir la force que le salariat, c'est 30 millions de personnes, il faut qu'ils soient unis. Et les partis de gauche et les organisations syndicales que je respecte, je suis syndiqué depuis 1963, mais les partis de gauche et les syndicats, ils émanent du salariat, ils sont au service du salariat. Et le salariat, il est pluraliste, il est compliqué, il a des tas de catégories, il a des tas de choses dans la tête. Et quand on veut chasser les mauvaises choses, il faut être unis, parce que sinon, ils nous coûtent moins. Parce que sinon, il dit, oh, c'est quel syndicat, comment? Ils venaient dans mon bureau, les gens. Puis ils me disaient, monsieur l'inspecteur, je dis, vous n'avez pas de syndicat? Non. Mais vous pourriez peut-être, mais quel syndicat? Choisissez celui de votre choix, mais syndiquez-vous.
Et les syndicats doivent représenter le salariat et la force sociale qui est majoritaire dans notre pays peut imposer tout ce que vous avez dit dans les mesures et dans le travail que vous avez fait ce soir. Ça y est, je m'en tire, j'ai fini. Merci.